marche. Et puis, la Voutchiac se refait une beauté. La petite commune de Haute-Loire, célèbre pour son prieuré, veut séduire et taper dans l'œil des plus beaux villages de France. Le label, on verra cela à la fin de ce journal. Et tout d'abord, donc, la mise en liquidation judiciaire prononcée ce matin à Lyon. Le journal paru vendu a vécu ces dernières heures aujourd'hui. Les 1650 collaborateurs attendent désormais leur lettre de licenciement qu'ils recevront dans les jours qui viennent. Mais qu'en est-il de l'avenir des autres journaux gratuits de petites annonces? À Clermont-Ferrand, par exemple, la question se pose sur Info Magazine. Parvient-il à résister à la pression Internet? Réponse avec Laurent Pelletier et Stéphane Mocosé. Implantés à Aubière depuis 10 ans, les locaux du journal gratuit de petites annonces paru vendu seront bientôt à louer ou à vendre. Licencier les 10 commerciaux et administratifs, la faute à la migration du marché des petites annonces sur Internet et à la crise économique selon la direction du groupe. Des raisons que même les salariés reconnaissent avec amertume. Le virage Internet a été précipité sur les 2 dernières années avec l'arrivée du Bon Coin, il ne faut pas se voiler la face, et puis des sites qui sont présents depuis plusieurs années comme la Centrale. C'est un virage qu'on n'a pas su prendre à 100%. On a eu un petit peu de mal avec des problèmes de trésorerie, du renouvellement. Donc effectivement, oui, ça nous a mis un coup de bambou derrière la tête. Un gâchis, la disparition de l'édition gratuite clermontoise qui avait pourtant trouvé son public et ses annonceurs face à un concurrent installé sur la place depuis près de 30 ans, Info Magazine. Ils ont eu une stratégie que de petites annonces et jamais une stratégie rédactionnelle. Donc on ne peut pas dire qu'ils soient venus nous grignoter une partie de notre marché publicitaire qui est, je dirais, le fil conducteur de la presse gratuite, plus c'est la pub, la publicité commerciale qui nourrit la presse gratuite. Info Magazine, c'est un tirage de 500 000 exemplaires, 3 éditions, 65 salariés et 400 annonceurs. Un journal gratuit qui mêle reportage et publicité locale comme modèle économique viable. Le virage Internet, les dirigeants l'ont entamé il y a déjà 3 ans, dès les premières alertes. En l'espace de quelques mois, on est passé de 10 000 annonces que l'on avait par exemple à Clermont-Ferrand par semaine à 8 000 pour être aujourd'hui aux alentours de 3 500 à 4 000 annonces par semaine. Donc on a perdu 45 à 50% du marché de petites annonces. Pour répondre encore plus à l'attente de ses lecteurs et pérenniser le titre, Infomag devrait adopter une nouvelle maquette de son journal au cours de l'année prochaine. Autre journal et autre actualité à présent, celle créée par l'attaque au cocktail Molotov du journal Charlie Hebdo. La une d'hier, vous le savez, représentait le prophète Mahomet Hilar, non sans faire réagir d'ailleurs la communauté musulmane de Clermont-Ferrand, navrée de constater que l'islam est une fois de plus la cible de provocation. Alfonso Martinez, Arthur John. Des locaux dévastés par le jet de cocktail Molotov, un incendie qui s'est propagé au sein de la rédaction de Charlie Hebdo. Ce journal satirique mettait à la une le prophète Mahomet en rédacteur en chef de la revue, signant un éditorial baptisé Apéro Halal. L'enquête est en cours, mais pourtant, sur l'échiquier politique, les réactions sont unanimes. Au nom du gouvernement, et je crois pouvoir le dire au nom de tous les Français, je voudrais dire le soutien qui est le nôtre à un journal, tout simplement. On aime ou on n'aime pas Charlie Hebdo, mais c'est un journal. La liberté de la presse, c'est une liberté sacrée. Bien loin du politiquement correct, le responsable de la Grande Mosquée tient cependant à préciser le sentiment de la communauté musulmane. Nous avons condamné sans réserve le recours à la violence, notamment quand il s'agit d'attaquer la presse, quelle qu'elle soit. Bon, même si c'est une presse, personnellement, que je ne trouve pas digne d'intérêt ou même digne de respect. Bon. Nous avons condamné parce que nous sommes dans une société de droit, nous sommes dans une société civilisée, nous sommes dans une société où la liberté de conscience est garantie, la liberté de presse, elle est garantie, mais dans le respect, pas dans l'insulte. Pas dans l'insulte, pas dans la provocation, pas dans la manipulation. Vous acceptez que mes convictions religieuses, ce que j'ai de plus sacré, soit comme ça, foulé aux pieds, insulté. Lorsque vous insultez le prophète, vous m'insultez. Le site internet de Charlie Hebdo a été piraté par les hackers turcs qui ont affiché un message dénonçant l'utilisation de l'image du prophète.
On vous parlait hier des difficultés rencontrées par les producteurs de lait à vendre au juste prix leur production à leurs clients avec cette opération coup de poing de la filière dans un supermarché d'Aurillac. Une ville qui compte entre ses murs l'une des 5 écoles nationales d'industrie laitière réparties sur le territoire. Les élèves y sont formés d'ailleurs au métier de la transformation du lait. Les visites de Claude Bernard et Lydie Rib. Nous ne sommes pas dans les cuisines d'une école hôtelière, mais dans une salle de travaux pratiques de l'ENIL-V. Ces étudiants de 2e année testent la fabrication de produits alimentaires innovants. C'est l'un des enseignements qui doit les conduire à l'obtention de leur BTS Industrie agroalimentaire. Pendant leurs études, ils vont apprendre à maîtriser toutes les subtilités de la transformation du lait, en particulier en fromage. C'est un produit qui est vivant, c'est un produit qui est compliqué, dans lequel il y a des bactéries, des moisissures, des levures. Et donc, effectivement, il faut faire de la physique, de la chimie, de la biologie pour apprendre à travailler le lait. Quand on sait travailler le lait, je crois qu'on passe partout dans l'agroalimentaire, tellement donc le produit est compliqué. Pour une partie de ces étudiants, une fois diplômés, l'industrie laitière représente le débouché naturel. D'autres choisissent d'aller vers l'agroalimentaire. Certains peuvent également se diriger vers une licence professionnelle innovation dans les produits de terroir. Première et seconde année, au total 56 étudiants sont inscrits sur ce BTS. La plupart séduits par le contenu pédagogique de leurs cours. Au début, je ne savais pas trop parce que moi, l'agroalimentaire, je ne connaissais pas du tout. Donc du coup, je me suis dit pourquoi pas me lancer dedans. Et en fait, donc la première année, quand je suis arrivée, j'étais un peu perdue, je ne connaissais pas. Et finalement, ça m'a plu, donc du coup, j'ai continué, quoi. Comme on a la chance dans le Cantal d'avoir beaucoup d'AOP, et donc j'aime beaucoup les produits laitiers et j'ai voulu m'y intéresser à cette branche. Donc du coup, je me suis lancé là-dedans et spécialisé en produits laitiers. Pour être en adéquation avec la réalité du marché, chaque année dans sa fromagerie, l'École nationale d'industrie laitière et de la viande d'Aurillac transforme 1 500 000 litres de lait en Cantal, Salaire, Bleu d'Auvergne et autres tomes qu'elle écoule en grande partie dans les circuits commerciaux classiques. Voilà des informations toutes fraîches, celles qui nous parviennent 10 heures dans l'Allier. On apprend ce soir que la mairie a distribué plusieurs milliers d'exemplaires à ses administrés de plus de 60 ans. Exemplaires de fiches de renseignements à remplir et à placer entre le fromage et le dessert dans le réfrigérateur. Explication, Christian Darneville et Fabrice Dutrio. Ici. Alors celui-ci, c'est celui de mon épouse et ça doit être le mien. Chacun la sienne est impérativement placée dans le réfrigérateur sur lequel un autocollant signale sa présence. C'est là que les secours la chercheront. Sur la fiche, l'identité de la personne, éventuellement avec une photo, des informations sur sa santé, les traitements qu'elle suit ou les éventuelles pathologies dont elle souffre. Je peux tomber dans les pommes, enfin bon, ou d'une crise cardiaque, bon, automatiquement, comme je ne pourrais pas parler, ben, on viendra à mon secours. Et on saura comment s'y prendre pour me donner les soins nécessaires. La création et la fabrication de 4000 fiches et de leurs autocollants ont été prises en charge par la ville d'Yzeure, 2 300 € de budget. C'est le conseil des sages de la commune, les retraités, qui en ont eu l'idée. Ils peuvent marquer des membres de la famille à contacter, alors principalement naturellement pour les personnes qui vivent seules. Donc à partir du moment où on a déjà un contact de la famille, on sait où joindre ces personnes, alors famille ou voisins. Ça dépend. Mais déjà, ça rassure et ça permet effectivement de dire la personne vient d'être transportée à l'hôpital, voilà ce qui s'est passé, on vous prévient. Une initiative appréciée des services de secours qui se pose quand même la question de la confidentialité des informations portées sur la fiche. C'est un gain de temps parce qu'on a tous les éléments sous la main, sous cette fiche, si la personne ne peut pas nous répondre. Le problème majeur, à mon avis, est un problème de confidentialité. C'est-à-dire que là, on se base sur une démarche de soins avec des informations en relevant du profil particulier du malade, avec un respect du secret professionnel qui doit être maintenu entre l'appelant, celui qui découvre la fiche, et le médecin régulateur du SAMU. Une fiche qu'il est important de tenir à jour, bien sûr. Ce n'est pas parce qu'elle est au réfrigérateur que ces informations n'ont pas besoin d'être rafraîchies de temps en temps. Tout autre chose à présent, on parle du Tour de France, non pas celui qu'on connaît tous, le Tour de France cycliste, non, celui que l'on connaît beaucoup moins, le Tour de France du Conseil, plus confidentiel celui-là. Il a fait étape aujourd'hui en Auvergne, à Clermont-Ferrand précisément, speed dating
atelier entre les consultants et les patrons est tout au menu du jour. Carole Donnet et James Petit se sont rendus dans une entreprise de la région qui a bénéficié de ces mêmes conseils pour se structurer. Un vieil adage français dit que les conseilleurs ne sont pas les payeurs. C'est sans doute parce qu'il ne l'a pas écouté que Philippe Poujon a pu concrétiser son projet d'entreprise. Tout est parti il y a 11 ans d'une simple idée. L'arrobase de l'adresse mail pouvait être un support de communication. Autant moi je suis un créatif, je suis quelqu'un qui est à même de trouver les idées, mais derrière il faut les mettre en place. Donc il a fallu que j'ai cherché à me rapprocher de conseils à travers des entreprises qui soient dans la réalisation notamment de logiciels de gestion ou autres. Dans l'aventure Loupquet, l'intervention d'un conseil a été décisive. Elle a permis de structurer l'activité, de la développer et de mettre en place un suivi du projet. L'œil extérieur est toujours obligatoire. Une analyse faite par quelqu'un d'indépendant, d'intègre, aide toujours à trouver les meilleures solutions. C'est plus facile une société qui démarre car on peut construire tout de suite et on va à l'essentiel. Partager ces expériences fait partie des objectifs du Tour de France du Conseil, qui faisait étape à Clermont-Ferrand. Il faut dire qu'en la matière, les Français sont plutôt en retard. Chez tous nos voisins européens, l'utilisation du conseil dans les entreprises est beaucoup plus répandue que chez nous. Comme si en France, l'idée d'être un dirigeant et d'avoir besoin d'aide était un petit peu gênante. Ce qui est une erreur, évidemment. Hein. Plus on a des responsabilités élevées, plus il est important de s'entourer de gens qui auront des compétences qu'on n'a pas nécessairement. Un argument d'autant plus pertinent en temps de crise. Et aujourd'hui, les entreprises doivent anticiper les difficultés. Ça signifie quoi, anticiper les difficultés? Ça veut dire se préparer au changement, parce qu'on n'a pas le temps, évidemment, de la réactivité nécessaire. Et c'est là où le Conseil prend véritablement toute son ampleur. Et il me semble que désormais, le Conseil, comme l'argent, sera de plus en plus le nerf de la guerre. En 2010, le marché du conseil était évalué à 3,8 milliards d'euros, soit une progression de 5% par rapport à 2009. Il est question de patrimoine à présent avec le reportage qui suit. Vous parlez des plus beaux villages de France. L'Auvergne, vous le savez, en compte 11 et peut-être bientôt 12 si d'aventure. La Voûte Chiac obtient le fameux label, en tout cas la commune brigue cette reconnaissance et fait tout pour flatter le regard. Gérard Rivolier, Sandrine Montero. Pour devenir plus beau village de France, il ne suffit pas d'avoir un patrimoine naturel et bâti d'exception, un prieuré du XVe siècle et un méandre de l'Allier, en l'occurrence ici. Voilà pourquoi la commune de la Voûte Chiac a entrepris des travaux de mise en valeur. D'accord, ça veut dire que tu redescendrais la terre au niveau de ces pierres. Voilà, on peut en talou là, peine à peine. Hein. Voilà. Enfouissement des réseaux et maintenant pavage des trottoirs avec des galets de la rivière, façon en quelque sorte de mettre toutes les chances de son côté. Il y a une demande qui avait été faite, mais qui n'a pas abouti. Par contre, à la suite de cette demande, le village a été présélectionné pour concourir au label. Et dans le cadre de cette présélection, nous avons pu obtenir des subventions pour réaliser les aménagements qui sont actuellement en cours pour, dans 3-4 ans, en fonction de nos possibilités financières bien évidemment, demander le label. Plus d'1 million d'euros de travaux, c'est le prix à payer pour espérer rentrer dans le club très privé des plus beaux villages, avec des retombées sur le tourisme et le commerce, difficiles à quantifier mais évidentes. Dans cette petite commune où la population est multipliée par 6 l'été, tout le monde l'a bien compris. Ça peut être bien apporter peut-être un peu plus de monde au village parce que l'hiver, le village est un peu triste. C'est agréable quand je me promène dans les rues, je suis fière, je le fais visiter à mes amis, à ma famille, j'emmène tout le monde et c'est ça qui est intéressant pour nous. Hein. Puis les commerçants, je pense que c'est très bon pour les commerçants. Même sans les travaux, je trouve qu'il y a déjà beaucoup d'atouts. Déjà. Mais ça sera encore mieux, plus beau. Chaque année, une dizaine de nouvelles communes présentent leur candidature devant le jury des plus beaux villages de France. Seulement 1 sur 5 obtient le fameux label. La Voûte Chiac sait à quoi s'en tenir, mais se prépare très activement. La Haute-Loire, justement, sur le front des intempéries, sachez-le, le département est placé en vigilance orange jusqu'à dimanche. Des fortes pluies sont en train de grossir le lit de la rivière Allier, la pluie à laquelle se greffent de fortes ravales de vent, jusqu'à 130 km/h dans ce département donc de la Haute-Loire. La presse sportive s'est donné rendez-vous à Clermont-Ferrand cette semaine, on vous en a déjà parlé, réunie en congrès national, l'occasion donc toute trouvée pour Philippe Saint-André
de faire face au feu roulant des questions de la presse spécialisée. Dans son nouveau costume de sélectionneur de l'équipe de France de rugby qu'il endossera officiellement le 1er décembre prochain. C'était aujourd'hui donc au stade Marcel Michelin, un lieu qui lui est plutôt familier. Julien Lecoq, Jean Jazet. Il a foulé la pelouse du stade Michelin en tant que joueur. Il l'a retrouvé sous les couleurs de Toulon dans le rôle d'entraîneur. Il revient aujourd'hui dans la peau du futur sélectionneur des Bleus. Philippe Saint-André qui se dit vacancier pour le moment, même si cette première conférence de presse ressemblait bien à un baptême médiatique pour l'ancien capitaine de l'équipe de France. Je pense que je vais revenir assez souvent dans ce stade parce que non seulement c'est une région que j'aime et qui m'a fait évoluer en tant qu'homme et en tant que joueur, mais en plus il y a des gros potentiels qui sont susceptibles d'être en équipe de France dans les 4 prochaines années. Philippe Saint-André n'en dira pas plus sur les Clermontois susceptibles de l'intéresser. Ces derniers le sauront bien assez vite, une fois que le Gorée aura officiellement pris ses fonctions le 1er décembre. Pas de révolution pour le successeur de Marc Lièvremont qui compte bien s'appuyer sur le groupe qui a joué la Coupe du Monde. L'équipe de France, elle n'appartient à personne, mais c'est surtout une énorme fierté quand tu joues pour ce maillot avec le coq sur la poitrine. Mais je crois que les joueurs qui ont fait cette finale de Coupe du Monde l'ont réalisé parce que voilà, sur ce que j'entends, sur ce que je vois, sur ce que je lis, il n'y en a pas un qui veut arrêter. Ils veulent tous continuer l'aventure parce qu'ils se rendent compte que quand même l'équipe de France reste l'image du rugby français, même si on a un top 14 d'une qualité exceptionnelle et d'une économie qui est assez importante. Invité surprise, Verne Cotter est passé saluer le futur sélectionneur des Bleus. Ces deux hommes seront certainement amenés à se recroiser dans les mois à venir. Et à noter sur vos agendas une voix est libre spéciale samedi sur France 3 Auvergne. Rendez-vous à 11h30, 30 minutes d'entretien autour de PSA. Philippe Saint-André, donc samedi matin, hiérarchie régionale respectée. Après le rugby, le foot, avec le tirage au sort cet après-midi du 7e tour de la Coupe de France, avec l'entrée en lice des clubs de Ligue 2. Regardez le tableau, aucune confrontation entre les clubs professionnels. La surprise du jour, elle est pour le petit club d'Ytrac dans le Cantal, adversaire sur son terrain de la Berrichonne de Châteauroux. Tous ces matchs se joueront les week-ends des 19 et 20 novembre prochains. On termine ce journal comme on a terminé hier soir avec Lulu Gainsbourg, cette fois en live. Vous le savez, le fils de Serge Gainsbourg a entamé à Clermont-Ferrand hier soir sa mini-tournée de 4 dates, concert hommage à son père disparu il y a 20 ans, des reprises de chansons cultes devant un petit parterre de spectateurs. Fatima Bouyablan, Frédéric Cuvier. Soyez indulgents avec moi, c'est mon premier vrai concert. Une faveur que demande Lulu Gainsbourg à son public avant de commencer. Des reprises de son père comme Melody Nelson, un titre du premier concert album de Serge Gainsbourg. Ça, c'est l'histoire de Melody Nelson, qu'à part moi-même, personne. Une voix serrée, les mains régulièrement dans sa chevelure, peut-être le stress d'interpréter les titres d'un monument de la chanson française. Le public, lui, est mitigé. Ouais, j'ai trouvé très bien au niveau de la musique, super. Les chœurs, la musique tzigane aussi, très bien. Il y avait à la fois un peu les premiers pas d'un débutant avec les chansons qu'on connaît tous. Donc le mélange des deux, c'était émouvant, je trouve. C'est pas facile de les reprendre et en contraire, je trouve que ça permet de refaire vivre les chansons pour les générations qui arrivent. Et c'est vraiment un très bel hommage. Il a chanté les chansons de son père, quoi, avec des très bons musiciens, des très bonnes orchestrations. Mais bon, non. Non, moi j'ai adoré, vraiment. À sa sortie aussi, Melody Nelson a été boudée par le public. Aujourd'hui, il est reconnu comme un album important et influent pour d'autres musiciens. La musique, c'est sans aucun doute le point fort de Lulu, 25 ans, qui glisse pendant le concert deux magnifiques compositions originales. Il a cette passion-là, sûrement, où il a son univers à lui. Quand il est au piano, il est enroulé dans son piano, il est charismatique, il est dans sa musique, quoi. Dans sa musique. Et je suis sûre qu'il fera une grande route et qu'il fera des musiques de films merveilleuses, ou des chansons, bien sûr. Le premier album de Lulu Gainsbourg sera dans les bacs le 14 novembre prochain. Merci de nous être fidèles et à très bientôt, j'espère.
Bonsoir, attention, la Haute-Loire sera en vigilance orange cette nuit et demain après-midi en raison de fortes pluies attendues qui vont donner d'importants cumuls.